1980. C'est le début de cette histoire sans fin. Et c'est cette histoire qui m'amène ici aujourd'hui pour vous parler de deux sujets qui me passionnent énormément, l'alimentation et la conscience. J'aimerais partager avec vous comment je suis arrivée à la conclusion de que manger, c'est aussi de la conscience. J'étais une enfant qui n'aimait pas manger. Et je voulais, depuis l'âge de 5 ans, étudier le cerveau et comprendre les comportements humains. Je me suis toujours intéressée et fascinée par notre capacité de s'améliorer en tant qu'individu, d'échanger et d'apprendre. J'ai toujours cru qu'on était responsable de soi-même et de sa vie. Et je savais intuitivement qu'on devrait participer activement dans la construction de soi-même, de sa manière d'être, d'agir, de réagir et même de gérer ce que l'on ressent. Mais toujours est-il que je n'éprouvais pas du plaisir à manger. Je ne sentais pas faim et j'avais des troubles digestifs assez graves. J'ai grandi comme ça, sans en donner vraiment trop d'importance, en oubliant assez souvent de manger, mais en subissant les conséquences tout de même. Je commençais très tôt ma vie scientifique. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler en tant que stagiaire dans un laboratoire de recherche. Et j'ai poursuivi depuis ma carrière scientifique de manière continue, en passant par plusieurs domaines, tels que les maladies tropicales, la génétique, les cancers, et finalement, mon objectif d'enfance, les neurosciences, et plus précisément, les comportements. À l'âge de 21 ans, je suis tombée malade, vraiment malade. J'ai maigri 13 kilos en quelques mois. Je n'arrivais ni à manger, ni à boire. C'est comme si tout mon métabolisme s'était complètement paralysé. J'étais hospitalisée pendant 2 semaines, mais les médecins avaient du mal à donner un diagnostic, mis à part les constats évidents que je n'avais pas une motilité normale du système digestif. C'est-à-dire que le mouvement des muscles responsable à faire passer la nourriture, la digérer et l'éliminer était trop ralenti chez moi. Finalement, ils ont conclu que j'étais allergique au gluten. Mais après quelques années de régime strict, j'avais toujours des troubles digestifs. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert enfin que ce que j'ai, c'est une forme atténuée d'une maladie congénitale, la maladie de Hirschsprung. Cette condition fait que les ganglions nerveux qui contrôlent le mouvement de tous les muscles du système digestif, plus précisément des intestins, est réduit chez moi. Cela entraîne un problème de mouvement qui génère des troubles digestifs assez graves et qui en plus me rend susceptible à avoir des inflammations intestinales et à des intolérances alimentaires. En gros, tous les aliments dont la digestion est plus laborieuse, comme les viandes et les aliments crus, sont incompatibles avec mon corps. Et cela explique peut-être pourquoi je ne les ai jamais appréciés. Finalement, je n'étais pas une enfant capricieuse, ni même malade. C'était juste mon corps qui avait son mot à dire. À 23 ans, quand j'étais déjà plus stable et en bon état de santé, j'ai découvert une méthode spécialisée dans l'amélioration de la performance et de la qualité de vie. C'était les puzzles, la pièce qui manquait à mon puzzle. Cette méthode m'a permis de développer davantage la connaissance de soi nécessaire pour travailler de manière plus active sur moi-même et développer mes capacités. La méthode de Rose, qui est plus connue internationalement comme The Rose Method, a pour objectif de procurer d'excellents niveaux de performance à travers une préparation physique, émotionnelle et mentale, mais aussi à travers le développement des habitudes de vie compatibles et d'un raffinement du comportement, de sorte à qu'on puisse développer nos capacités au-delà de l'ordinaire. Cette méthode, que je pratique depuis 13 ans et que j'enseigne depuis 8 ans, m'a permis surtout de faire les ponts entre les savoirs et les savoir-faire. J'ai pu tester sur moi-même les connaissances acquises dans les domaines scientifiques et l'expérience empirique procurée par les vécus de cette méthode complète. Et cela a fait toute la différence.
Mais peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis aussi fascinée par les cerveaux et par les comportements humains. Notre cerveau est l'organe le plus complexe et le plus fascinant. Il est constitué de 86 milliards de neurones et chaque neurone peut faire jusqu'à 10 000 connexions. Dans l'ensemble, cela fait que nous avons potentiellement plus de connexions dans notre cerveau que des étoiles dans l'univers, avec les nombres astronomiques d'1 million de milliards de connexions possibles. Cette machine complexe occupe seulement 2% de notre masse corporelle, mais consomme environ 25% de toute notre énergie. Notre cerveau est impliqué dans absolument tout ce que nous faisons. Comment nous réfléchissons, comment nous sentons, comment nous interagissons. Et quand notre cerveau fonctionne bien et est en bon état de santé, nous sommes bien et en bon état de santé. Mais quand notre cerveau a les moindres soucis, il est fort probable que nous ayons des soucis par ailleurs. Mais ce qui est magnifique en ce qui concerne les cerveaux, c'est qu'il définit notre comportement. Mais ce qu'on ne nous apprend pas, c'est qu'en changeant notre comportement, on peut aussi remodeler notre cerveau. Aujourd'hui, il y a des techniques d'imagerie cérébrale telles que la tomographie d'émission monophonique, connue comme SPECT/scan, qui sont capables de scanner l'activité cérébrale tout en la comparant avec un pattern d'activité optimale. Les psychiatres Daniel Amen, ils utilisent cette technique et ils nous montrent des données étonnantes. Ils nous montrent comment une mauvaise alimentation, l'utilisation de drogues, y compris de la cigarette et de l'alcool, même de manière modérée, le manque d'activité physique et de sommeil, et même l'habitude d'être toujours focalisé sur ce que ne va pas, ou ce qu'on ne veut pas, ou ce dont on a peur, peut réduire notre niveau d'activité cérébrale et nuire à son fonctionnement. Mais d'après ces études, on a pu aussi identifier les facteurs qui vont influencer positivement la santé et la performance de notre cerveau. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que pourrait être? Pour en citer quelques-uns, qui pour moi sont fondamentaux, on pourrait dire les connexions sociales positives, l'apprentissage de nouvelles choses, la bonne quantité et qualité de sommeil, l'activité physique, le sentiment de la gratitude et le développement de la capacité à être focalisé sur ce que l'on veut. Et bien évidemment, l'alimentation. Le bon fonctionnement cérébral et la bonne alimentation sont intimement liés. Ces 25% d'énergie dont notre cerveau a besoin provient surtout de l'alimentation. Nous pouvons donc choisir de consommer les nutriments qui vont permettre et assurer un fonctionnement cérébral optimal ou les toxines qui vont l'endommager. De plus, notre intestin est considéré comme un deuxième cerveau. Il contient à peu près 500 millions de cellules nerveuses et à peu près 20 types différents de neurones, ce qui équivaut au cerveau d'un chat. L'intestin est aussi directement lié, connecté à notre système limbique, la région de notre cerveau responsable pour le contrôle de nos émotions. Cela fait que l'intestin est capable de répondre fortement et automatiquement à des états émotionnels à l'insu de notre conscience. Et réciproquement, le fonctionnement de l'intestin, qui est fortement influencé par ce que l'on mange, va aussi à son tour influencer le fonctionnement cérébral et même nos états émotionnels. Le cerveau est une grande machine à traiter de l'information et à générer des réponses adaptées. Mais le volume d'informations est tellement grand, tellement important, que le cerveau a besoin de simplifier ces informations, de les décortiquer, pour pouvoir les traiter plus facilement et plus rapidement.
La conséquence, c'est que nous avons, d'une part, développé une conscience assez complexe. Mais d'autre part, nous avons aussi développé un regard assez réducteur, statique et déconnecté vis-à-vis de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pour la nourriture, il en va de même. Il y en a ceux qui voient dans la nourriture un simple besoin physiologique, souvent dépourvu de plaisir. D'autres utilisent l'alimentation juste pour se faire plaisir, en oubliant assez souvent que l'on est ce que l'on mange. Mais pourtant, la nourriture n'est pas seulement notre combustible. Comme a bien dit ma collègue tout à l'heure, le manger, c'est aussi une expérience sensorielle et une expérience sociale. Manger, c'est aussi de la conscience. Aujourd'hui, avec les valeurs et les rythmes de vie que la société nous impose, la plupart des gens se sont déconnectés de leur corps, de leur nature, d'eux-mêmes. Il y a des moments où on ne sait plus qui on est, ni où on va. Et ce sont souvent les expériences et les sensations extrêmes, telles que sauter des parachutes, avoir un dysfonctionnement quelconque du corps, ou même faillir mourir, qui nous relient fortement avec notre corps. Ces expériences nous permettent de réaliser que nous sommes composés de plusieurs dimensions, bien connectées et qui s'influencent mutuellement. Et cela nous permet d'augmenter nos perceptions et d'élargir notre conscience. Mais est-ce qu'il faut toujours en arriver là? Est-ce qu'il faut toujours une situation extrême pour devenir plus conscient, pour changer d'habitude? Je dirais que non. Le simple fait de s'observer, de se donner du temps pour soi, d'entraîner pour changer de vieux conditionnements, de vieilles habitudes, même avant d'en avoir besoin, peut avoir le même effet. Certes, avec un peu moins d'adrénaline. J'ai fait un grand changement de vie quand j'ai commencé à m'observer davantage, à être plus à l'écoute de moi-même et à travailler mon corps, mes émotions et ma tête de manière intelligente à travers la méthode de Rose. J'ai pu développer au fur et à mesure une conscience élargie de mon corps, à tel point de savoir ce dont il a besoin et ce dont il est capable de gérer ou pas à chaque moment donné. J'arrive à ressentir le fonctionnement de mon corps presque comme si je l'observais de l'intérieur. Et cette conscience corporelle s'est évidemment élargie à d'autres niveaux, notamment en ce qui concerne le comportement, les relations humaines et l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai faim et je mange de tout, sauf les viandes de tout type. Mais je sais exactement la quantité et la fréquence de chaque aliment que mon corps est capable de métaboliser, selon chaque type d'aliment. Par exemple, comme j'ai du mal à digérer les aliments crus, tous les matins, je bois du jus de fruits mélangé avec des légumes et des feuilles, fait maison avec un extracteur de jus. Cela me permet d'avoir tous les nutriments des aliments crus, de manière plaisante et savoureuse, et sans avoir à les digérer. Ça, c'est le plus important pour moi. Et en fait, si on pense et si on s'observe, on constate que notre anatomie digestive et dentaire n'est pas faite pour déchirer de la viande crue sur deux os, comme le font les vrais carnivores. Faites l'expérience, souriez et regardez-vous entre vous. Faites l'expérience. Vous allez voir qu'on n'est pas des grands carnassiers. Mais notre anatomie digestive, elle n'est pas faite non plus pour mâcher des feuilles fibreuses pendant des heures comme le font les herbivores. Notre anatomie digestive et dentaire est plutôt faite pour un régime pâteux, réduit en fibres, facile à mâcher et à digérer. Autrement dit, notre anatomie est faite pour de la nourriture cuite. Et c'est exactement l'apparition de la cuisson qui nous a permis d'acquérir un gros cerveau, avec un cortex préfrontal très développé
et qui a fait de nous ce que nous sommes. En fait, ce serait impossible d'avoir un cerveau comme le nôtre si on ne mangeait que de la nourriture crue, parce qu'on ne serait pas capable d'obtenir suffisamment d'énergie pour nourrir ces gros cerveaux. Il est certes que la non-cuisson permet de maintenir les nutriments des aliments intacts. Mais la cuisson prédigère les aliments pour nous et nous permet donc d'en obtenir beaucoup plus d'énergie. Mais entre l'alimentation et les cerveaux, quelle est la place pour la conscience? Aujourd'hui, il est encore difficile de définir ou d'expliquer la conscience dans tous ses niveaux. Scientifiquement, nous avons encore plus de questions que de réponses. Mais nous savons que la conscience est un phénomène physiologique et fondamental, comme le temps qui passe. Si je vous demandais maintenant de m'expliquer, de me définir ce qu'est le temps, même si on le sait tous intuitivement, on peut difficilement l'expliquer, parce que le temps qui passe est un concept fondamental, ainsi que la conscience. Mais notre conscience, elle est aussi liée au traitement d'informations, comme le fait notre cerveau, mais comme le font aussi les ordinateurs. Mais jusqu'où je sais, les ordinateurs n'ont pas une conscience. Et pourquoi? Souvent, on utilise le terme conscience comme un synonyme d'éveil, d'intellect, d'activité cognitive, de raisonnement. Mais ça, ce n'est pas la définition de conscience. C'est un état de conscience, l'état mental. La conscience n'est pas simplement l'état d'éveil. On ne peut pas, en effet, parler de conscience sans parler du concept du soi et des sentiments. Le soi, elle est protagoniste de sa propre existence, prêt à l'action, et qui inspecte le monde intérieur et extérieur à travers ses perceptions. Et la perception, c'est un processus dynamique et interactif qui nous fait vivre à tout moment un film intérieur dans lequel nous sommes l'acteur principal. Là, en ce moment, nous sommes tous dans cette salle en train de vivre une même histoire, pas vrai? Non. Chacun de nous, dans son monde intérieur, vit sa propre histoire, parce que chacun est le protagoniste de ces films. Un ordinateur n'a pas de soi, n'a pas de perception, et donc pas de conscience. Il y a certaines régions du cerveau qui ont été identifiées comme étant nécessaires pour que la conscience se produise. Comme par exemple le tegmentum, dont le tronc cérébral, c'est cette partie juste derrière qui lie notre cerveau avec notre moelle épinaire, c'est-à-dire qui relie le corps à la tête. Mais aussi le thalamus, qui est bien au centre de notre cerveau et qui est lié aux émotions. Ensuite, le cortex préfrontal, la partie tout en avant de notre cerveau et qui est responsable pour ce qu'on appelle de mental ou d'esprit. Mais aussi les claustrum et l'insula, qui sont d'autres régions du cortex cérébral. Mais tout porte à croire que ce qui est vraiment important pour que la conscience se produise, c'est la connexion entre ces régions. C'est la connexion, la communication entre les neurones qui sous-tend l'intégration de l'information. Mais tout cela paraît très abstrait tant qu'on ne parle pas d'attention. L'attention est un processus mental nécessaire à la conscience. Lorsque l'on porte notre attention vers quelque chose, on augmente cette connexion cérébrale, cette communication, et on éveille notre conscience vers cette chose. Lorsque l'on parle de perception, on pense à quoi? On pense à sensation, à sentiment, à éveil des sens. Donc, d'une manière plus pragmatique, on pourrait essayer de résumer et de dire que si, d'une part, on travaille pour cultiver et élargir nos perceptions sensorielles et extrasensorielles, et que d'autre part, on porte notre attention vers les moments présents, là, on élargit naturellement notre conscience.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'alimentation? La nourriture, c'est ce qui nous permet de survivre, de fonctionner. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, quand j'ai compris l'aspect sensoriel et conscient de l'alimentation, que je suis parvenue enfin à en tirer plaisir. Comme un bébé qui découvre la nourriture à travers les 5 sens. J'ai réalisé que manger n'était pas une obligation, ni simplement un besoin physiologique, mais que je pouvais la savourer à travers les 5 sens, à travers les couleurs qui se mélangent, les goûts et les odeurs relevés par des épices, les sons et la texture des aliments dans ma bouche, et dès que possible, même la sensation agréable de manger avec mes mains. En prêtant attention, j'ai réalisé que manger, c'est une expérience sensorielle riche et plaisante. Naturellement, cela nous mène vers une alimentation plus consciente. Au-delà de la saveur et du plaisir, on veut choisir soigneusement ce qui va par la suite constituer notre corps. On veut choisir son origine, sa cohérence avec notre mode de vie et notre éthique. Sa valeur nutritionnelle, son impact sur notre santé et la santé de l'environnement. J'aurais plus à vous dire, mais comme on n'a plus le temps, je vais finir avec une citation que j'ai trouvée par hasard d'un scénariste français appelé Jean-Marie Gouriot et que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup plu. Il dit « Les manger, c'est beaucoup plus que du manger. Il faut toujours faire attention à ce que l'on mange, puisque les manger, c'est aussi de l'amour. » Moi, je rajouterais en disant que les manger, c'est aussi de la conscience. Merci.